Nous sommes dans les bureaux d'FXCM à Paris avec Karen Pelloual, que vous connaissez sans doute, qui est spécialisée sur Ishimoku. Karen, je vais vous laisser vous présenter à notre audience succinctement. Oui, bonjour. Donc effectivement, je suis spécialisée sur une technique particulière de trading qui s'appelle l'Ishimoku Kinkoyo pour le dire en entier. J'ai eu un parcours, j'ai un parcours sur les marchés financiers qui remonte déjà à un certain temps, puisque j'ai commencé en 1984 quand j'étais étudiante. Donc là, j'étais sur les marchés actions et à l'époque, on utilisait uniquement les courbes simples. Voilà, les chandeliers japonais n'existaient pas. Donc on utilisait les courbes tout à fait simples. Donc j'ai tradé, on va dire que j'ai investi sur les marchés actions, le CAC en particulier, pendant de nombreuses années. Et puis arrivé il y a une dizaine d'années, on va dire à peu près, un petit peu plus, j'ai eu des circonstances familiales qui m'ont poussé à vraiment gagner de l'argent moi-même. Et je me suis remise vraiment à fond dans les marchés financiers. À ce moment-là, j'ai découvert l'analyse technique et que j'ignorais tout à fait. Donc, j'ai fréquenté 2-3 salons. J'ai découvert l'analyse technique, j'ai découvert les chandeliers japonais et tout ce qu'on pouvait faire justement pour analyser les marchés autrement que simplement avec des droites toutes simples et des moyennes mobiles toutes simples, calculées à la main, parce qu'avant il n'y avait pas d'ordinateur. On n'avait pas les accès qu'on a maintenant. Et quand j'ai pioché ça, je suis vraiment, j'irais, c'est un grand mot, mais j'ai vraiment eu un coup de foudre pour l'analyse technique. Ça a déjà commencé comme ça, où j'ai vraiment eu un coup de foudre pour l'analyse technique, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment super, et qu'à côté du fondamental, franchement, il y avait pas photo. Le fondamental, c'est quelque chose qui est assez difficile, parce qu'il faut quand même connaître beaucoup de choses. Alors, j'ai une formation d'économie et d'économètre, c'est-à-dire statistique, et donc les mathématiques appliquées à l'économie, donc c'est quand même un domaine que je connais très bien. J'ai fait ça dans les milieux financiers, donc c'est des choses que je maîtrise bien, mais j'ai trouvé que l'analyse technique c'était vraiment quelque chose de simple, qui avait beaucoup d'outils, donc ça permettait de bien cibler les choses, et je me suis vraiment mise à fond là-dedans. Et puis donc j'ai repris mon portefeuille, j'ai voulu me mettre à trader, à recommencer à investir sur les actions de façon beaucoup plus intensive, on va dire, et à ce moment-là je me suis aperçue que oui, l'analyse technique c'était bien, mais qu'il y avait énormément d'outils, que c'était très dur de trouver les bons qui nous correspondaient. Donc voilà, une semaine c'était un outil qui était bien, une autre semaine c'était un outil qui marchait mieux, et vous avez le voisin qui vous disait autre chose, l'association Trucmuche qui vous donnait encore autre chose, vous lisiez un article, vous découvriez encore un autre outil, et ça devenait assez compliqué de trouver quelque chose qui tienne la route et qui permette vraiment d'avoir, une routine en trading. Et il s'est trouvé que j'ai assisté à une conférence vraiment par hasard chez Bloomberg, et c'est le spécialiste Bloomberg, donc à Paris, Guido Riolo, qui présentait l'Ishimoku. Et je suis allée à cette conférence vraiment en touriste, en me disant, d'abord le nom était un peu barbare, et je me suis dit, on va voir ce que c'est, de toute façon c'est un autre indicateur, et voilà, il avait un nom amusant, je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Et alors là, ça a été le deuxième coup de foudre. Après l'analyse technique, ça a été l'Ishimoku, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, là, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé, tout est là, tout est dit, j'ai plus besoin de me poser des questions, est-ce que je prends un MACD, une stochastique, un CCI, est-ce que je mets une moyenne mobile 20, une moyenne mobile 60, n'importe quoi. Tout était écrit, tout était dit, et c'était tellement beau que vraiment, j'ai vraiment été scotchée sur ma chaise, je n'exagère pas quand je dis ça. Et donc après, j'ai essayé de me renseigner, donc ça c'était en 2009, et il n'y avait qu'un livre, celui de Nicole Elliott, qui est quand même assez petit et assez succinct, mais bon, avec ça, voilà, j'ai commencé à piocher l'histoire, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, et j'ai eu ensuite la chance de rencontrer un trader donc l'été 2010, un trader américain qui avait travaillé pendant 2 ans en salle de trading dans une banque américaine au Japon, et donc où les Japonais ne tradaient qu'avec les chandeliers évidemment et l'Ishimoku, et il m'a montré comment trader avec ça, et à partir de ce moment-là j'ai appliqué cette méthode-là, uniquement cette méthode-là dans mon trading pour compte propre. Très bien. Alors, vous avez dit, vous avez tout de suite accroché. Est-ce que c'est efficace dans les faits? Est-ce que ça vous donne des bons résultats concrets? Est-ce que c'est simplement une méthode d'analyse et ça ne fait pas tout? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à Ishimoku? Moi, personnellement, je ne suis pas spécialisé sur cette méthode, mais quels sont justement les atouts qui
qui vous ont poussé vers cette méthode plutôt qu'une autre? Alors d'abord la simplicité, c'est-à-dire que il y a un seul réglage, hein, on met c'est 9, 26, 52, il n'y en a pas d'autre, c'est ce réglage-là. C'est contrairement aux moyennes mobiles où il faut dire bon, est-ce que je prends la moyenne mobile 30, 20, 21, 8, 7, on ne sait pas, hein, on cherche, on tâtonne. Là il n'y a pas à tâtonner, il n'y a qu'un seul réglage. On ouvre son écran, c'est le réglage. C'est le réglage qui est affiché et pour toutes les unités de temps, c'est-à-dire qu'on va zapper sur les différentes unités de temps, le réglage reste identique. Donc l'écran reste identique, c'est simplement les bougies qui vont être des bougies de 5 minutes ou des bougies de 15 minutes ou des bougies de 60 minutes, c'est tout ce qui va changer sur l'écran. Mais la lecture, elle, reste la même. Donc quand vous savez le lire, vous savez lire quelle que soit l'unité de temps, quel que soit l'actif. C'est-à-dire que je regarde du pétrole, ou je regarde le S&P, ou je regarde Technip, ou je regarde de l'euro-dollar, la lecture elle sera exactement la même. Les signaux seront les mêmes, tout est pareil. Donc j'ai envie de dire, c'est un outil qui est pratique, notamment je dirais pour les gens qui ne connaissent pas l'analyse technique, qui n'ont pas le temps d'approfondir l'analyse technique, parce que c'est quand même un travail énorme, il y a énormément d'outils, il faut comprendre comment ils fonctionnent, il faut savoir lesquels vont s'adapter à notre trading, à notre psychologie, à notre façon de faire, à notre gestion du stress, etc., qui vont nous donner des informations. Ça demande un travail au niveau, je dirais tout simplement, ne serait-ce que du cerveau, hein, quand on a plusieurs indicateurs sur son écran, c'est-à-dire qu'on va voir, je sais pas, des bandes de Bollinger, des moyennes mobiles, des points pivots, une droite de résistance, et puis en bas un MACD, un stochastique, etc. Le cerveau, quand il va regarder l'écran, il va être obligé d'analyser tout ça et de faire vraiment un mix-up de tous ces indicateurs et de dire voilà l'information que j'en tire. Et ça peut être compliqué parce qu'on peut avoir des informations différentes puisque les calculs mathématiques appliqués au prix sont différents. L'avantage de l'Ishimoku, c'est que c'est basique, mais c'est basique aussi dans le calcul, c'est-à-dire que c'est un outil qui représente l'équilibre du marché. Donc ce ne sont que des points moyens, ce ne sont pas des formules compliquées. On prend un point haut, un point bas, on divise par 2. Point. C'est encore même plus simple qu'une moyenne mobile. Donc c'est un outil qui représente l'équilibre du marché, donc qui permet vraiment de voir ce que le marché est en train de nous dire. Est-ce qu'on est en équilibre ou pas? Est-ce qu'on est en déséquilibre ou pas? Et ça nous donne tout. Ça nous donne la tendance, ça nous donne les points d'équilibre, ça nous donne les supports résistance qui vont bouger d'une unité de temps à l'autre, mais c'est un clic. Si je passe du 5 minutes aux 60 minutes, un clic, j'ai mes supports résistance sur 1 heure. J'ai mes supports résistance sur 5 minutes. J'ai pas besoin de passer un quart d'heure avec, je dirais pas un papier, un crayon, mais ma droite pour trouver quelle droite je peux tracer. Est-ce que je prends la mèche? Est-ce que je prends pas la mèche? Ah bah là, il y avait un prix un peu anormal parce que c'est une sortie de stat. Est-ce que j'en tiens compte? Est-ce que j'en tiens pas compte? On n'a pas à se poser de questions. Tout est écrit sur l'écran. Il suffit juste de savoir le lire. Et comme ce sont des données simples, la lecture est simple. Ce qui veut dire qu'après, dans le trading, ce qui est important, c'est que quand vous établissez une stratégie de trading, vous avez un processus de décision. Et ce processus de décision, il doit être le plus simple possible pour pouvoir réagir de façon, je dirais, automatique et rapide à un événement qu'on n'a pas prévu dans le marché. Si votre système de décision est compliqué, si vos outils sont compliqués, vous n'arriverez pas à prendre une décision rapidement. Et donc, vous allez vous faire sortir. Voilà. D'accord, très bien. Donc on comprend beaucoup d'arguments quant à l'utilisation de cet outil. Vous rappelez effectivement que c'est simple à calculer et que finalement ça donne l'équilibre des prix. C'est également en fait, c'est une suite d'indicateurs, c'est ça? On peut appeler ça comme ça? Non, c'est un ensemble. Ouais. C'est un ensemble de droites. Pour faire très très simple, hein, on a deux droites qui peuvent être associées à des moyennes mobiles dans leur lecture. Hein, ça serait une moyenne mobile 9 et une moyenne mobile 26, hein, puisque c'est 9 et 26 les deux. Donc une moyenne mobile courte et une moyenne mobile longue. Donc celles-là suivent les prix, c'est la même lecture qu'une moyenne mobile classique, je dirais. Après, nous avons deux autres droites qui composent un nuage. Ce nuage, il est calculé d'une certaine façon. Et ce nuage va nous donner justement l'équilibre du marché. Où en sont les prix par rapport à cet équilibre? Si on est dans le nuage, on est à l'équilibre. Si on est en dessous, on sera baissier. Si on est au-dessus, on sera haussier. C'est très simple. Et on a une autre droite qui est sans calcul, puisqu'en fait, elle représente les prix, mais qu'on va retarder sur l'écran. C'est tout. Donc, le point de vue, je dirais, analyse, enfin, point de vue outil, c'est un outil qui est très simple. On pourrait dire, ben voilà, il y a deux moyennes mobiles sur l'écran, et puis un nuage. Et puis deux représentations de prix, c'est-à-dire les prix en cours, les bougies, voilà, le prix qui est en train de se construire sur l'unité de temps sur laquelle on est, et une représentation de ces prix qui est décalée un peu dans le passé pour nous donner une mémoire du marché. Me dire, ah, là, ce niveau de prix-là, la bougie là où elle est en train de se construire, eh ben, il y a 26 périodes, donc ça peut être 26 fois une minute, 26 fois une heure, etc. Voilà ce que ça aurait donné dans le marché. Et donc c'est
est-ce qu'on arrive sur des niveaux de support-résistance qui existaient. Donc c'est une mémoire de marché que nous, on ne va pas nécessairement avoir si ce n'est pas un actif qu'on pratique tout le temps. Et ça nous permet de resituer ce qui se passe actuellement dans le passé, et le nuage qui est prospectif nous donne le futur. Donc en plus, c'est un outil qui est transversal dans le temps, c'est-à-dire que ça nous donne à la fois le passé, le présent et le futur, sur différentes unités de temps. Donc il est vraiment complet, mais avec quelque chose de simple à la base. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que ces indicateurs sont très utilisés au Japon notamment, mais également à travers le monde, mais surtout au Japon parce que ça vient du Japon. On dit parfois que les indicateurs techniques qui sont finalement la plupart du temps calculés à partir des prix, leur véracité et efficacité dépend du nombre de personnes qui l'utilisent. Est-ce que vous pensez que c'est vrai d'une part? Et sinon, est-ce que vous savez à peu près combien on a d'utilisateurs à travers le monde d'Ishimoku justement? Alors je ne sais pas combien il y a d'utilisateurs. Ce que je sais, c'est qu'au Japon, dans toutes les salles de marché, puisque là je viens d'y passer une semaine début février, dans toutes les salles de marché au Japon, il y a d'Ishimoku. Pourquoi? Parce que en fait, par rapport aux bougies japonaises, les bougies japonaises nous donnent la représentation des prix sur une période de temps donnée. Donc vous avez la bougie de 1 heure. Ça vous dit, voilà, si on était haussier, baissier, s'il y a eu des mèches, etc. Ça va nous décrire ce qui s'est passé dans l'heure sur un actif particulier au niveau de ses prix. Mais ça ne nous donne pas des objectifs, ça ne va pas nous donner des supports, des résistances. L'Ishimoku qui est plaqué dessus va nous donner toutes ces autres informations. Donc les Japonais n'utilisent que ça. Honnêtement, les moyennes mobiles ils connaissent pas, le Elliott ils connaissent pas, tout ça ils connaissent pas. Ils ne se servent que de ça, ça leur suffit largement. Je veux dire, un vrai trader, en principe, devrait pouvoir ne trader qu'avec des bougies. C'est-à-dire qu'on ne trade, on ne trade des prix, on ne trade pas des indicateurs, on trade des prix. Donc quelqu'un qui dit mon MACD est en train de croiser à la hausse, j'achète. Non, c'est pas le MACD qui croise à la hausse et qui dit j'achète. C'est qu'est-ce que mes prix sont en train de faire. Et ça va être le défaut de beaucoup de traders de regarder les indicateurs finalement avant de regarder les prix. Ce qu'on va trader, ce sont des prix et c'est le marché qu'il faut regarder. Et là, les Japonais, eux, ce qu'ils font, ils regardent le marché. L'Ishimoku n'est là que pour leur donner les points d'équilibre de ce marché qu'on ne voit pas forcément comme ça, puisque c'est des suites de bougies rouges et vertes qui vont un peu dans tous les sens. Donc c'est ça. Donc dire que c'est autoréalisateur, comme on va dire pour certains autres indicateurs, je dirais pas ça, parce que ce n'est pas un calcul mathématique des prix comme on peut avoir sur les autres indicateurs. C'est simplement une représentation moyenne. Dire mes prix en moyenne, là, ils sont à ce niveau-là. Ma résistance, elle est à ce niveau-là en moyenne par rapport à les 26 périodes avant ou les 26 périodes futures. Donc, ça nous donne un placement, une situation du marché. Ça ne nous donne pas, contrairement aux autres indicateurs, des composés mathématiques. Donc, c'est beaucoup utilisé au Japon, ça essaime et très rapidement aux États-Unis et dans les banques, parce que justement, c'est quelque chose de très simple. Et les autres indicateurs, ils sont faciles à lire. Lire un RSI, c'est pas compliqué. Lire un MACD, c'est pas compliqué. Mais le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'un seul ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il va falloir en mettre plusieurs. Sur l'écran, on va mettre des bandes de Bollinger. La bande de Bollinger va pas suffire. On va rajouter d'autres choses, etc. On n'arrive pas à se cantonner à un seul indicateur parce que cet indicateur décrit une situation mathématique des prix particulière. Alors que là, on ne décrit pas une situation mathématique des prix. On décrit une situation des prix dans le marché. On décrit le marché. Donc c'est une globalité. Et c'est à partir de cette globalité qu'on va se dire, on est à un point d'équilibre, on est en rupture d'équilibre, on va vers un nouvel équilibre, on est en train de passer d'une tendance à une autre parce qu'on casse tel niveau et tel niveau, mais il n'y a pas du tout d'effet mathématique. Un point moyen, il n'y a rien de plus bête que 1 plus 1, ça fait 2 et je divise par 2. C'est vraiment élémentaire. D'accord. Du coup, ça laisse une certaine place à l'interprétation et à différentes méthodes de travail à partir de cet indicateur, ou enfin en tout cas de cette suite d'indicateurs, où vraiment il y a une méthodologie spécifique à appliquer pour exploiter au maximum le potentiel de ce dernier. Alors non, ça laisse. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se dire que justement, comme c'est très simple, ça permet d'avoir une vision globale. Donc après, c'est vraiment au trader d'interpréter ce qu'il va voir. Comme ça donne des niveaux assez larges, effectivement, le trader, ça lui donne des ouvertures, notamment au niveau du trading, ça laisse énormément de possibilités. Mais le procédé de réflexion
où le procédé pour envisager une stratégie ou entrer dans le marché sera très carré, sera très particulière. C'est par exemple, je casse tel niveau, test de cassure de ce niveau et après simplement je rentre. Il y a des notions de validation qu'on est obligé d'attendre. Alors beaucoup de gens qui vont me suivre sur Twitter ou dans mes analyses disent ah oui mais avec vous on rentre jamais parce que vous attendez toujours des validations. Oui c'est un système qui marche par validation mais c'est justement ce qui en fait sa force. C'est-à-dire que comme on est obligé d'attendre les validations, on rentre pas trop tôt, on n'anticipe pas mais surtout quand on rentre on sait que c'est bon. Et la probabilité d'erreur est extrêmement faible quand on a attendu les validations. Aujourd'hui, on a un exemple sur l'or où mes petits collègues de FXM, de Delifix, sont en train de dire l'or c'est bullish, il faut acheter. Je dis non, je n'achète pas. Je ne dis pas que c'est pas bullish. Je dis simplement que je n'achète pas maintenant parce que je n'ai pas les cassures de droite nécessaires sur mon Ichimoku et que pour le moment, je n'ai pas de signaux d'achat. Et quand j'aurai le signal d'achat, je vais avoir le signal, mais il va falloir que j'ai la validation. Et si j'ai ce signal-là avec la validation derrière, à ce moment-là, je vais rentrer dans le marché. Donc la différence, c'est qu'effectivement, je vais peut-être éventuellement rentrer plus tard, mais quand je vais rentrer, je suis sûr que si je rentre, ça va marcher. Bon, sauf retour de marché, les impondérables de marché, mais ça, c'est quelle que soit la méthode, hein, c'est pas propre à l'Ichimoku, c'est le marché qui fait la loi. Mais quand je vais rentrer avec beaucoup plus de certitude que mon collègue Adrian, qui par exemple est rentré maintenant, je lui dis non, c'est peut-être simplement une correction, on n'est pas forcément dans un mouvement haussier qui est en train de démarrer parce qu'on n'a pas pour le moment les validations haussières. Donc ça va permettre de rentrer avec plus de sûreté, ce qui veut dire que point de vue money management, ça veut dire qu'on peut prendre des positions beaucoup plus élevées. Donc en fait, le fait de rentrer en retard par rapport à mes petits copains qui ne font qu'anticiper, donc ils prennent un risque, moi je ne vais pas prendre de risque, mais je vais compenser par le fait que je vais pouvoir prendre une position plus forte. Là, eux, où ils prendront 10 euro-dollars, par exemple, ben moi, je pourrais en prendre 100 parce que j'ai mes validations et que je suis sûr que mon mouvement haussier, par exemple, est là et que mon objectif, il est à tel niveau. Donc, c'est beaucoup plus rassurant. C'est pour ça que c'est une méthode que je prône et que je développe, que FXM m'a donné l'opportunité de développer auprès de la clientèle des particuliers parce que ça demande un minimum de travail au niveau de l'apprentissage de l'analyse technique. Il faut apprendre ce que c'est qu'une droite de tendance, des supports résistance. Ça, c'est quand même pas très compliqué, hein, ça va pas chercher très loin. Il n'y a pas des indicateurs compliqués à lire, à savoir comment ils se lisent. Et après, au niveau du schéma décisionnel, c'est extrêmement simple. J'attends une cassure d'une droite en particulier, j'attends sa validation. Quand c'est bon, j'y vais et terminé. Et après, pour aller chercher les objectifs, c'est écrit sur l'écran. Pour mettre son stop loss, c'est écrit sur l'écran. On n'a pas à se poser de questions. Tout est écrit, tout est balisé. Et si on respecte ça, si on reste là, ça se déroule tout seul. Le taux de succès avec cet indicateur, s'il est appliqué vraiment de façon rigoureuse, mais c'est de la rigueur, je dirais à la limite basique dans le trading, hein, il faut être rigoureux dans le trading, le taux de succès est énorme. D'accord, mais du coup, si vraiment tous les paramètres sont dans la méthode, en quoi est-ce utile de l'appliquer de manière discrétionnaire ? Est-ce qu'il y a comme une valeur fondamentale pour sélectionner le marché vers lequel on veut se tourner et appliquer cette méthode ? Sinon, pourquoi pas l'automatiser entièrement ? D'ailleurs, est-ce que certains l'ont fait, vous qui êtes bien renseigné ? Alors, et avec succès ou pas ? Non. J'ai travaillé avec des quants, hein, donc on peut supposer que c'est des gens qui savent faire ce genre de choses. Ouais. Voilà, hein, personne n'arrive à l'automatiser. Parce que il y a dans les validations, enfin dans le système de validation, il y a des choses qu'un robot ne peut pas faire. C'est-à-dire que par exemple, un signal, donc il y a une droite qui s'appelle la Kijun qui correspond grosso modo à une moyenne mobile de 26 périodes, hein, pour faire simple, et c'est cette droite-là qui nous donne les signaux. Mais il faut qu'elle soit cassée, et il faut qu'elle soit cassée en clôture de bougie. Donc si votre robot, il dit par exemple, ah bah ce niveau-là, il est à 1,13, donc si je casse mes 1,13, j'achète, oui mais on peut casser le 1,13 dans le cours de la bougie d'une heure. D'accord ? Mais à la fin de la bougie d'une heure, on est repassé sous les 1,13. Et le robot, lui, vous a exécuté, il vous a acheté. Et en fait, non, on est repassé en dessous de cette droite-là. L'Ichimoku, il faut impérativement attendre les clôtures de bougie. Et ça, les robots ne savent pas faire. Donc, après, si vous avez votre clôture de bougie qui s'est bien déroulée, qui est bien au-dessus de votre niveau des 1,13, par exemple, votre Kijun, elle était bien à 1,13, la clôture de bougie se fait au-dessus. Il y a le test derrière, c'est cette fameuse validation dont je parle, le test derrière. Et donc, le test derrière, c'est est-ce que ce niveau qui a été cassé va bien tenir ? Alors ça marche, quels que soient les outils d'analyse technique. Quand on casse une droite de tendance, normalement, on doit attendre de vérifier que cette droite de tendance tient. Parce que quelquefois, on peut la casser et la recasser dans l'autre sens sur la bougie suivante. Hein. C'est pas parce qu'on a cassé la droite de tendance que c'est bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. On attend le test. Donc là, c'est le même principe. Mais votre robot, lui, vous aura exécuté.
Voilà. Donc là, pour le moment, personne n'est arrivé à le... On arrive à le robotiser un peu, mais ça sera beaucoup moins efficace que si c'est l'humain qui agit. Parce qu'en plus, à cela s'ajoute, comme c'est quelque chose de simple, on est vraiment concentré sur le marché, sur les prix, sur la façon dont bougent les prix. Et c'est ce que l'œil humain peut faire, ce qu'un robot ne fait pas. Un robot, il voit un point haut, un point bas, il voit une ouverture, une clôture sur une bougie. C'est tout ce qu'il voit, le robot, il voit rien d'autre. Nous, par contre, avec notre œil, si on regarde une bougie de 4 heures, on va voir si la bougie de 4 heures, qui par exemple est très grande, mais cette bougie de 4 heures, elle est très grande. Pourquoi? Parce que pendant 4 heures, c'est monté, par exemple, ou parce que pendant 4 heures, enfin 3h55, ça n'a rien fait, et que c'est dans les 5 dernières minutes où on a construit la bougie. Ça, c'est ce que l'humain apporte au trading, qu'un robot n'apporte pas. Lui, le robot, il va voir le prix d'entrée, enfin le prix d'ouverture, il était là, le prix de clôture, il est là, point à la ligne, on m'a dit de rentrer à ce niveau-là, je suis rentré à ce niveau-là, c'est tout. Mais il ne va pas voir cette incidence sur la bougie, comment la bougie s'est construite, et auquel cas, qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans le trading? Est-ce que justement, cette cassure qui s'est produite sur cette bougie-là, qui par exemple est énorme, est-ce que ce serait une vraie cassure ou ce serait une fausse cassure? Et nous, notre œil va nous le dire. Parce que justement, la façon dont cette bougie aura cassé et la façon dont elle sera construite va nous dire non, ça ne va pas tenir. Et donc on va attendre le test derrière. Le test derrière, dans certains cas, ça va valider, dans d'autres cas, ne validera pas. Et si ça ne valide pas, on l'aura anticipé que ça ne validera pas. Vous, votre robot, il vous exécute, il vous a acheté. Voilà. Donc on ne peut pas, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont essayé et ils vont avoir un taux, oui ça va marcher, dans une grande partie des cas ça va marcher, dans certains marchés volatiles ça ne marchera pas. C'est-à-dire que ça va marcher dans les marchés. Alors, l'Ishimoku ne marche pas dans les marchés en range, puisque dans les marchés en range, je veux dire, de toute façon, d'une façon générale, c'est assez difficile à trader, même hors Ishimoku. Et c'est un outil de tendance. Mais quand il va y avoir trop de volatilité, les cassures peuvent arriver et invalider derrière, mais le robot, lui, ne le voit pas. Donc vous allez être exécuté, vous allez être sorti derrière puisque votre stop il aura été mis en fonction, etc. Donc vous allez afficher des pertes. Alors, des petites pertes puisque vous les avez gérées, mais ça sera des pertes quand même. Très bien. Donc tout de même une part de discrétionnaire nécessaire pour comprendre en tout cas le contexte du marché et voilà, étudier oui c'est ça, le contexte finalement et adapter et sélectionner ces signaux en fonction de ce dernier, ce qui a priori est plus difficilement faisable par un robot. Après, au niveau des robots, maintenant, il y a des choses très poussées qui sont faites, donc sans doute qu'il y a des choses qui sont possibles, mais là, vous évoquez, en tout cas, sur des robots simples, c'est quand même compliqué d'automatiser ce qu'on est capable de faire. On va pouvoir l'automatiser, mais ce n'aura pas le même niveau de succès, c'est surtout ça, que l'humain. L'humain qui sait bien lire, qui sait lire son marché, qui sait lire ses bougies, qui sait lire l'Ishimoku et ses niveaux, il aura un fort taux de succès, ce que n'aura pas le robot. Parce que l'humain, il va savoir qu'il y a des moments où il ne faut pas rentrer. Que la cassure qui est là, elle ne va pas marcher, c'est pas la peine de se précipiter, on attend, on ne fait rien. Le robot, lui, il exécute. D'accord. Voilà. Très bien. Donc on a dit c'est un système qui vient du Japon. Vous êtes allé au Japon récemment par rapport à ça. Alors pourquoi? Est-ce que c'est là-bas qu'il y a les meilleurs on va dire analystes et personnes qui utilisent Ishimoku? Qu'est-ce qui vous a amené en fait? Alors moi j'y suis allée parce que ça a été l'opportunité, c'est-à-dire que la personne qui m'a formé en 2010 m'a dit je vais aller voir mes potes au Japon, est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai dit bah oui, écoute pourquoi pas, aller tester. Et ça m'intéressait de rencontrer les traders japonais eux-mêmes parce que je voulais voir, c'est-à-dire que comme il existe très peu de littérature sur le sujet et en tout cas pas de littérature de trading, c'est-à-dire que la littérature sur l'Ishimoku c'est de la littérature d'analyste et l'analyse et le trading ce n'est pas la même chose, on peut être bon analyste et mauvais trader et réciproquement. Moi je fais les deux, je fais l'analyse et je fais le trading et j'avais des idées par rapport à ce que je voyais sur mes écrans au niveau du trading et je voyais des choses, je voulais avoir des confirmations, donc ça m'intéressait de rencontrer des traders japonais et je voulais voir comment eux voyaient leur philosophie de marché, comment ils lisaient leur marché. Alors je connais des traders américains puisque j'ai fait des formations en salle de marché américaine, donc je sais comment les traders américains agissent et je voulais voir un petit peu ce côté asiatique, comment ça fonctionnait. Et c'est assez intéressant parce qu'ils fonctionnent vraiment avec des règles extrêmement strictes. Alors on dit que dans le trading, il faut avoir un process, on applique son process, il faut avoir le côté discrétionnaire pour analyser le marché, pour comprendre ce qu'est en train de nous dire le marché, mais par contre, pour trader, il faut être le plus automatique possible. Donc on a un process,
un peu comme le pilote d'avion qui a une checklist, hein, quand toute sa checklist est cochée, il peut décoller. Là, c'est la même chose. Quand on a établi nos critères pour rentrer dans un marché, ou qu'est-ce qui va nous faire rentrer, qu'est-ce qui va nous faire sortir, etc. Quand cette checklist est faite, on va rentrer dans le marché. Et donc, il faut être extrêmement rigoureux. Et les Japonais sont extrêmement rigoureux, mais ils sont rigoureux un peu, je dirais, dans l'application à la fois du process, mais aussi dans leur gestion eux-mêmes. C'est-à-dire qu'une salle de trading japonaise, c'est le silence total. Il n'y a vraiment pas de bruit du tout. Ils ne se parlent pas entre eux. Vous pouvez avoir deux traders l'un à côté de l'autre qui vont tous les deux faire de l'euro-dollar, par exemple, hein, qui sont tous les deux spécialisés euro-dollar. Ils ne se parleront pas. Chacun s'occupe de son euro-dollar. Ils ne vont pas dire « Ah bah oui, t'as vu tel niveau, ah bah tu penses que t'achètes ? Non, j'achète pas. Non, bah non, je vais plutôt vendre. Non, attends, on attend un peu. » Non, ça, il n'y a pas. On ne discute pas. Chacun est concentré sur son marché, chacun lit son marché. Donc ça, c'est par rapport justement à ce que j'ai pu voir en salle de trading américaine, où ils échangent quand même. Ils se disent, bon voilà, là non, chacun est spécialisé, chacun est dans sa petite bulle, hein, et chacun se débrouille, chacun se lit son marché. Ils sont vraiment immergés dans le marché. Hein. Ils arrivent, ils posent leur tasse de thé, hein. Ils ne fonctionnent pas tellement au café. Ils posent leur tasse de thé et ils plongent dans le marché. Voilà. Et puis de temps en temps, ils en sortent. Alors ils en sortent quand ? Ça aussi, c'était assez amusant. C'est-à-dire que ils vont trader. Et au bout de 3 trades positifs, ils sortent. Ils sortent de la salle. Au bout de 3 trades négatifs, ils sortent de la salle pour se déconnecter. Alors, le négatif, on peut dire oui, parce qu'on a besoin de se remettre un petit peu d'équerre. On vient de perdre 3 fois, donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Alors, soit c'est parce qu'on n'est pas bien luné, on n'arrive pas à lire le marché, soit il y a quelque chose qui marche pas dans la technique aujourd'hui, ou bon voilà, 3 trades négatifs. C'est vrai que en général, il faut s'arrêter pour comprendre. C'est pas la peine d'empiler les pertes, hein, c'est quand même pas ce qu'on cherche. Donc ça peut justifier, mais ça se justifie aussi dans l'autre sens. 3 trades positifs, ils sortent aussi. C'est-à-dire, j'ai gagné 3 fois de suite, je sors de la salle. Mais c'est-à-dire pour la journée ou pour une période? Non, c'est pour ceux qui fument, ils vont fumer une cigarette, hein, voilà, ils vont se approvisionner en thé, etc. Mais ils sortent parce qu'il faut laisser tomber la pression. C'est-à-dire que quand on est dans 3 trades négatifs, on a une pression négative sur soi, donc il faut évacuer cette pression négative pour se remettre positivement dans le marché. Et quand on est en positif, il faut faire retomber cette euphorie. En fait, parce qu'on est là, on dit ah aujourd'hui c'est super, ça marche bien, tout ce que je fais ça marche. Allez, là j'étais à 250 000, ben maintenant j'ai monté à 500 000, et puis voilà, ça marche super bien. Alors aujourd'hui j'ai carrément tapé sur le million, voilà. Et il se laisse entraîner par une euphorie. Donc pour casser cette euphorie, il faut sortir. On sort, on va voir autre chose. Et quand ils sont dehors, ce qui est amusant, c'est que personne ne parle de marché. On ne parle pas du marché. On ne sait pas que ce sont des traders. Ils peuvent être dehors, on ne sait pas que ce sont des traders. Vous n'entendrez pas un mot qui dit euro-dollar, AUD, yen, non, ça n'existe pas. Ils parlent de tout et de n'importe quoi, mais surtout pas du marché, parce qu'ils ne sont plus dans le marché, ils sont dans un autre environnement. Il faut se laver la tête. Donc nous, ce qu'on va faire en Occident, on va trader toute la journée, etc. Donc effectivement, si on accumule beaucoup de pertes, tout d'un coup, on va sortir en tapant un grand coup sur son écran, mais ça ne va pas faire grand-chose, hein, ça ne va pas changer le marché. On va aller s'énerver un grand coup dehors, on va pester, on va sortir de là, et puis après on va aller boire un coup, et puis on va râler sur l'euro-dollar qui a fait n'importe quoi aujourd'hui, ou de Merkel qui nous a plombé le DAX, bon, je sais pas quoi. On va rester dedans. Eux, non. Ils sont dans leur bulle, et quand ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur bulle. Mais dès qu'ils en sortent, c'est fini, on n'en parle plus. Donc il y a plein de choses comme ça, et puis leur réaction aussi. J'ai été assez étonnée parce que à un moment j'étais avec quelqu'un, et il était là devant son écran, il avait pris une position, et finalement ça se déroulait pas, ça allait dans son sens, mais pas aussi profondément qu'il aurait voulu. Son objectif manifestement serait pas atteint, etc. Et donc il est sorti. Et puis j'ai regardé comme ça, je dis il fallait peut-être attendre. Il me dit non, ça part pas, je sors. Je dis oui, mais bon, c'est peut-être un peu dommage. Non, je sors. C'est tout. Il y a pas 36 solutions. Ils sont extrêmement pragmatiques, et ils savent, ils savent prendre du recul. Ça ne fonctionne pas, je sors. C'est même s'ils sont en gain. Ils pourraient encore grappiller 4, 5, 6 points, même si ils en espèrent 15, ils en sont déjà à 6, bon, même si on en prend 8 ou 9, nous on va attendre encore un petit peu pour voir. Là non, ça se déroule pas exactement comme c'est prévu, on sort. Si on fait une perte, on a fait une perte. Bon, tant pis, c'est pas grave. Si le marché décale, c'est-à-dire que dans ce système-là, on attend justement la validation de la cassure de la droite, alors quelquefois, le marché est un peu violent, il y a une poussée un peu forte, une impulsion un peu forte, le marché, il va pas venir tester tout de suite. Hein, il ira tester, mais il aura pris son point avant de venir tester. Donc, on n'est pas dans le marché. C'est pas grave. Non, j'ai pas pris le mouvement, c'est pas grave. De toute façon, il reviendra chercher cette droite à un moment ou à un autre. Donc, il va attendre
si on était dans un mouvement impulsif aussi, il va attendre le point haut, il va jouer la correction. Alors il sait que on est monté en 2 bougies, on va peut-être descendre en 15 bougies, c'est pas grave, il va jouer la correction, il va attendre, et sur ce niveau-là, il rachètera, il reprendra, parce que la tendance sera pérenne, ça aura été validé. Mais ils ne sont pas en train de dire, zut, je suis pas dans le marché, cliquez vite pour prendre le truc en cours de route, comme beaucoup de traders ont tendance à faire, quand ils voient un mouvement partir, allez hop, vite, on se met dedans, parce que ça monte, ou ça baisse, peu importe le sens, et je suis pas dedans, et là, il y a déjà 20 points, non, parce que là, en général, on rentre sur le plus haut, on achète sur le plus haut, ou on vend sur le plus bas, c'est assez radical comme système. Là non, je suis pas dedans, c'est pas grave, et puis si le marché il veut pas corriger, je vais aller voir autre chose. Donc ils sont vraiment très, quand on parle de la zénitude japonaise, mais c'est exactement ça, ça marche pas, ça marche pas, ok, je passe à autre chose. Là, c'est parti sans moi, tant pis, je vais regarder autre chose. Voilà, on ne se met pas martel en tête, on ne se prend pas la tête, jamais. Et du coup, ça fait des gens qui sont, on voit dans les salles de marché américaines, alors ils fonctionnent au café déjà, et puis ils sont tendus, on sent, on le palpe le stress dans une salle de marché américaine. Hein. Là, pas du tout. Hein. C'est vraiment, on a l'impression qu'ils sont tous en train de faire la sieste autour de leur tasse de thé. Ah non, c'est vraiment, c'est reposant, c'est reposant. Mais parce qu'ils sont immergés dans ce qu'ils font, donc ils sont dedans. Et c'est un peu comme quand vous êtes dans une piscine ou quand vous êtes en train de regarder des petits poissons sur la mer sur la barrière de corail, vous êtes là pour regarder les petits poissons, c'est beau, vous êtes dans un... Eh bien, eux, c'est pareil. C'est comme ça. Voilà. Mais ils sont, par contre, extrêmement carrés. C'est-à-dire, ils ont une méthode, ils l'appliquent, point. C'est des robots humains. Voilà, c'est des robots humains. Mais ils restent à part humaine dedans. Oui, bien sûr. Et à votre avis, justement, quel type de méthodologie est la meilleure? Peut-être ça dépend du caractère de chacun. Alors, c'est sûr que ça dépend du caractère de chacun. C'est là où, en fait, le travail du trader est le plus difficile. Trouver la technique, à la limite, on prend un livre d'analyse technique, on essaye tout, et puis on voit celle qui nous parle le mieux, celle qu'on arrive le mieux à lire. C'est relativement facile, j'ai envie de dire ça. Mais ça, c'est que 20% du trading. 80% du trading, c'est dans la tête. C'est justement respecter des process, c'est arriver déjà à déterminer un procédé de décision, c'est-à-dire je ne rentre sur le marché que si j'ai tel niveau qui est validé sur telle unité de temps, avec tel critère. On a fait son money management avant, c'est-à-dire que si je vais chercher 15 points, je vais prendre une position de telle taille, mon stop devra être à tel endroit. Donc tout ce travail-là qui doit se faire sur une feuille de papier ou une feuille Excel pour ceux qui sont très doués en informatique, voilà, tout ce travail-là, après, on va l'appliquer de façon très rigoureuse. Mais il reste toujours la part psychologique. C'est-à-dire que il a été démontré dans des études du cerveau par IRM que en fait la zone du cerveau qui était impactée quand on faisait une perte, qu'elle soit grosse ou qu'elle soit perte, mais quand on perd de l'argent, la zone du cerveau qui est impactée, c'est la même zone de danger mortel. C'est la même zone. Donc ça explique qu'on ne peut rien contre nos émotions. Et en fait, le plus dur à gérer en trading, ce sont les émotions. Parce qu'on est comme ça. On a une part de raisonnable et une part d'émotion. Le seul problème, c'est que l'émotionnel est toujours supérieur au raisonnable. Et c'est cette partie-là que le trader va apprendre à canaliser dans son travail préparatoire au trading. Et par des gens qui vont être très bons, c'est pour ça que je dis qu'on peut être très bon analyste et mauvais trader, c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut être très bon analyste, c'est-à-dire bien voir le marché, bien voir les points d'entrée, les points de sortie, les stops, tout, avoir vraiment tout nickel chrome, point de vue mathématique, avec des droites, avec des machins, ça peut être très beau, très carré. Mais si vous n'avez pas le côté psychologique qui suit derrière, eh ben vous n'y arriverez pas. Parce que la moindre petite broutille, il faut savoir qu'un marché n'est pas linéaire, hein, il n'a pas dit, ah ben tiens, là j'ai décidé que j'allais monter, je vais monter. Non, ça ne se passe pas comme ça. Oui, il va monter, mais il va peut-être monter en 2 bougies, hein, c'est-à-dire en 2 fois 5 minutes, par exemple, si on a du 5 minutes, il va peut-être mettre 2 heures pour monter. Il ira, oui, il ira. Mais pendant 6 mais 1 heure, par exemple, alors vous pensiez qu'il allait faire ça, je ne sais pas, en 5, 10, un quart d'heure, vous allez paniquer. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura une petite bougie qui ira dans l'autre sens, tu diras non mais ça, c'est bon, il ne va pas y aller, non je sors, etc. Si vous avez votre procédé, si vous êtes je dirais émotionnellement prêt et vous avez une confiance totale dans votre méthode, vous allez rester. Tout se joue uniquement dans l'émotionnel. Et vous avez beaucoup de gens qui vont être très bons en technique et qui n'arriveront jamais à trader parce que l'émotionnel prend toujours la place, va toujours prendre le dessus. De même, on sait qu'on va trader pour gagner de l'argent, hein, sinon voilà. Mais à la limite,
ça peut paraître un peu, je veux dire, extrême ce que je dis, mais c'est la réalité et les grands traders vont tous le dire. Si on ne se préoccupe que de l'argent, on perdra. Il ne faut pas avoir l'argent en tête. Il faut dire, je rentre pour des points, je vais chercher des points. On est là, on est devant un marché, c'est un challenge, c'est un défi qu'on se donne. On dit tiens, là il y a quelque chose. Il est en train de, je sais pas, sur le DAX. Le DAX a des impulsions, a des retours. Bon, il bouge, il mène sa vie de DAX. Et notre but, c'est d'essayer d'aller prendre des points au DAX. Voilà, c'est le challenge du trader, c'est d'aller chercher des points. Je ne vais pas chercher 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Non, je ne vais pas chercher des euros, je vais chercher des points. Et déjà, quand on se met ça dans la tête, on enlève une certaine pression. Je vous ai dit, la perte financière correspond à un danger au niveau du cerveau. Tout ce qui est financier, le financier, c'est ce qui nous fait vivre. L'argent, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, c'est une certaine logique. Et à partir du moment où on pense ça, on est déjà en train de se mettre une pression. Et donc, on se met déjà émotionnellement dans une situation négative. C'est-à-dire que dès qu'on va voir une bougie rouge, une bougie rouge, ça veut dire qu'on est en train de perdre des euros. D'accord ? Même si on en a gagné 15, on est déjà positif, par exemple, je dis de 15 euros, on commence à avoir une bougie rouge, tiens, on ne gagne plus que 12 euros, plus que 10 euros, plus que 9 euros. On sort. Parce qu'on était en train d'en gagner 15, on est à 9 maintenant. Alors c'est un peu dommage quand même, donc on sort. Mais non, après il repart, et vous en auriez gagné 25. Vous voyez ? Donc, à partir du moment où on pense euro, c'est fini. Si on pense point, c'est totalement différent. Et par exemple, moi, dans mon trading pour compte propre, je ne sais pas combien je gagne. Alors, l'avantage d'être, par exemple, sur le Forex, c'est que, je dirais que dans un certain sens, les calculs sont compliqués. Parce que le montant que vous allez prendre, je ne sais pas, allez, par exemple, 100 000, ça correspond à 12,74 euros le point. Donc, quand vous faites des points qui sont déjà à virgule, vous allez gagner 29,5 pips fois 12,74, ça, votre tête, elle ne le fait pas. Si vous ne prenez pas la calculette à côté, vous ne le savez pas. Donc, tant que vous ne cliquez pas, vous ne savez pas combien vous gagnez. Donc, en fait, quand votre marché progresse, vous ne savez pas quel montant vous êtes en train de gagner ou de perdre. Vous êtes en train de gagner des points, vous êtes rentré pour aller chercher 20 pips. Si vous voyez qu'à 18 pips, ça commence à hésiter, vous allez sortir, mais vous ne savez pas combien ça fait. Là, le problème des indices, par exemple du DAX, quand on dit c'est 1 euro le point, on sait tout de suite si on a fait 10 points, on a fait 10 euros, vous voyez. Donc c'est un peu traître. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant sur certains marchés de ne pas savoir. Et moi, par exemple, je ne sais pas. Je le sais à la fin du mois. À la fin du mois, je fais le bilan, je dis voilà, ce mois-ci j'ai gagné tant. Mais au jour le jour, je n'en sais rien. Je sais si j'ai été positif ou négatif, parce que je sais si j'ai fait des points en positif ou en négatif. Mais j'ai fait des points. J'ai un tableau où je sais qu'en fonction des paires que je vais trader, je sais quel montant je dois prendre, quel est mes pertes admissibles. Est-ce que par exemple sur le GBP USD, je sais que je peux descendre jusqu'à 20 pips de pertes potentielles. Quand ça commence à atteindre les 20, je me dis qu'il faudra peut-être sortir parce que je ne pourrai pas aller plus bas. Bon, sur un autre actif, ça sera peut-être 15, sur un autre actif, ça sera peut-être 10. Donc j'ai mes repères comme ça, mais je ne sais pas financièrement à quoi ça correspond parce que ça a été déterminé au départ. Comme je vais suivre plusieurs paires, je ne sais pas de mémoire que là, 20 points sur le GBP USD, ça représente tant, et puis en plus les cours évoluant, les 20 points aujourd'hui, c'est pas les mêmes 20 points demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Donc ça évolue. Et en fait, je vais faire un bilan. À la fin du mois, je vais dire, tiens, ce mois-ci, j'ai gagné 12 000 $, 13 000 $, 14 000 $. C'est pas terrible, Le mois dernier, j'avais fait 16 000 quand même, C'est pas top, Ça a moins bien marché ce mois-ci. Et je n'ai pas la tête financière quand je trade. J'ai la tête dans les points. Je vais chercher, je dis, là, il y a un potentiel de 25 points. Je sais qu'en moyenne, je vais en chercher 20, donc j'ai mon potentiel, je rentre. J'ai ma validation, je rentre. J'en prends 20, j'en prends 18, suivant ce que le marché a décidé de me donner, mais je ne sais pas financièrement combien ça fait. Il faut enlever l'aspect financier, même si à l'arrivée, c'est pour ça qu'on trade. Oui. Ok, très intéressant, ouais. Bien sûr, une méthode et obtenir des signaux et avoir toute une méthodologie, c'est important. Vous l'avez précisé, ça ne fait pas tout dans le trading, non. Bien au contraire, il y a beaucoup d'autres choses. Donc voilà, c'est intéressant également de l'aborder. Pour en revenir plus précisément à Ichimoku, on peut l'utiliser sur plusieurs profils de trading, c'est-à-dire s'il y a un trader court terme, un trader moyen terme, un trader long terme, est-ce qu'il y a un profil de trading qui va être plus efficace avec cette approche ou pas spécialement? On peut adapter cette suite d'indicateurs aux différents horizons de temps. Alors ça marche, quelle que soit l'unité de temps. C'est-à-dire que ce soit le trader, le gérant de fonds,
qui investit pour des mois, donc il va se baser sur des graphiques mensuels, des graphiques hebdomadaires, voilà. Mais moi, par exemple, je ne trade que sur du court terme, parce que j'ai essayé le moyen terme et je n'y arrive pas, c'est un problème de patience, tout simplement. J'ai besoin de vérifier mes idées rapidement, je suis quelqu'un d'impatient, et je vais trader que sur du court terme, et l'Ishimoku, je l'utilise sur 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Ce sont mes 3 unités principales, avec une vue 1 heure au départ. Donc je vais regarder du 1 heure au départ, et je vais descendre sur le 1 minute, et sur le 1 minute, ça marche extrêmement bien. 1 minute et 5 minutes, c'est très puissant. Ah ouais. Ça marche extrêmement bien, parce que justement, quand on regarde ce que je disais tout à l'heure, où on regarde les bougies travailler, vous n'allez pas regarder une bougie de 4 heures travailler, c'est un petit peu enquiquinant devant son écran, il vaut mieux faire autre chose. Par contre, sur du 1 minute et du 5 minutes, je peux vous dire que c'est puissant, les niveaux, ça va être, vraiment des impacts de façon chirurgicale, et c'est vraiment superbe, et d'attendre les clôtures de bougies, c'est vraiment, je dirais, il y a à la fois la notion dans le trading, alors ça c'est ma vue à moi, personnelle, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir par contre, c'est-à-dire que dans sa vue personnelle, il y a une forme de jeu, mais c'est pas le jeu négatif du trader qui est au casino et qui est là pour gagner son yacht avec 200 € sur son compte, on est bien d'accord, c'est pas ça, c'est le fait de regarder ce marché bouger, de voir ce marché bouger, de voir les impacts qui se passent par rapport à cet indicateur, et de voir que justement, aussi bien sur du 1 minute, du 5 minutes que du 1 heure, du 4 heures, voire du daily, on a exactement les mêmes informations. Ça sera la même chose, sauf que là on les voit en direct. Et donc ça va marcher, vraiment, la lecture est la même, que ce soit du 5 minutes ou que ce soit du mensuel, ça sera exactement la même chose. Alors les validations seront plus longues à venir, évidemment, sur du mensuel, parce qu'il y a une forme d'inertie de marché, mais bon, le gérant de fonds, lui, quand il investit, s'il investit pour 2 ans, par exemple, il n'est pas à 1 mois près. Comme nous, si on investit pour l'heure, on n'est pas à 5 minutes près, on peut prendre sur la bougie 5 minutes suivantes, se permettre d'attendre la bougie 5 minutes suivantes quand je rentre pour la journée, vous voyez. Donc on va jouer là-dessus. Mais ça marche vraiment, quelles que soient les unités de temps, et je trouve que sur les unités courtes, notamment, c'est bien plus performant que de simples moyennes mobiles. Pour avoir vu des gens trader avec des simples moyennes mobiles, et au départ, c'est comme ça que j'avais appris le trading, avant de découvrir cet indicateur, franchement, il n'y a pas photo, quoi. Là, tout est marqué, tout est écrit, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. D'accord. Très bien. Pour finir, on peut parler de vos actualités. Alors, vous aviez écrit un livre justement à propos d'Ishimoku il y a quelques années maintenant, peut-être ? Non, il est sorti en janvier 2014. Ouais, donc il y a un peu plus d'un an. Voilà, un peu plus d'un an, voilà. Il est sorti il y a 1 an, oui. Depuis, quels sont vos projets ? Alors là, pour le moment, je suis en train justement de compléter ce livre-là par rapport au retour que j'ai eu des gens qui disent oui, voilà, dans vos formations, vous dites ceci, vous dites cela, ça serait bien que ça soit écrit dans le livre. Donc, je complète un peu le livre de ce côté-là. Je le complète aussi par rapport aux techniques, c'est-à-dire que l'Ishimoku, personnellement, moi je l'utilise de façon pure, c'est-à-dire vraiment tout seul. Maintenant, certaines personnes ont déjà leur technique de trading et pourraient utiliser l'Ishimoku pour compléter leur technique de trading, pour justement se donner certaines validations qu'ils ne vont pas avoir avec leur technique de trading usuelle. Donc je montre un petit peu ce que l'Ishimoku peut apporter à un trader qui utilise les bandes de Bollinger, qui utilise les points pivots, qui utilise Elliott par exemple, ou le harmonic trading. Est-ce que l'Ishimoku peut lui apporter quelque chose en plus dans la validation de ces analyses. Donc ça c'est il y a donc aussi toute une partie sur la psychologie du trading. Donc ça c'est un projet je suis en train de décrire, donc ça c'est un projet pour soit avant l'été soit après l'été, pour le moment on est basé sur une sortie en septembre, et puis ensuite je continue donc à travailler avec FXCM. Donc en faisant des analyses quotidiennes sur des liens fixes pour accompagner les gens. Donc je fais aussi des formations sur cet indicateur, toujours chez FXCM, qui sont ouverts aux clients FXCM et aux non-clients d'ailleurs. Et puis on va continuer les conférences, on va essayer de faire quelque chose de très constructif au niveau de l'accompagnement du trader. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec l'équipe de DailyFX là, et donc je continue à travailler avec eux parce que c'est un projet qui m'intéresse, d'accompagner vraiment le trader, faire comprendre que on peut gagner de l'argent, mais que ce n'est pas je dirais aussi simple que veulent bien le faire comprendre les publicités qu'on peut voir à droite et à gauche, qui a un travail derrière, et nous ce qu'on essaye de faire ici, c'est justement d'accompagner ce travail.
Très bien. Il me vient une question qui m'intéresse pour la fin. On a compris que c'est un système que vous appréciez particulièrement, qui est efficace et que vous appliquez maintenant depuis 2009, donc 5 années. J'ai commencé à trader avec à l'été 2010 en fait. Ouais. Vraiment l'utiliser au quotidien sans me poser de questions depuis l'été 2010. Voilà, donc ça fera quasiment 5 ans. Donc ça fait un certain recul. Vous avez pris des dispositions pour vous former sérieusement. Vous avez parlé vous avez parlé tout à l'heure de personnes dans des salles de marché, notamment aux États-Unis, également au Japon plus récemment. Donc une vraie démarche d'apprentissage et de rencontre avec des gens qualifiés dans ce domaine. Vous dites que vous l'appliquez à court terme. Du coup, au niveau de votre trading, est-ce que les résultats sont réguliers ou est-ce que vous avez malgré tout des mois parfois qui sont négatifs, etc. ou dans l'ensemble c'est vraiment régulier et avec une méthodologie stricte, on a finalement des faibles phases de drawdown et c'est une progression assez linéaire? Alors j'ai aucun mois négatif. Aucun mois négatif. Donc je trade en fait 9 mois par an. À peu près, parce que au mois de décembre, je rends les comptes aux clients. Après, janvier, février, en général, janvier, je traite pas parce que je considère que c'est comme dans la journée, on ne traite pas à la première heure parce que c'est le marché qui se met en place. Là, grosso modo, le mois de janvier, je ne traite jamais parce qu'en fait, je considère que c'est l'année qui se met en place au niveau du trading. Donc, je ne traite pas le mois de janvier, je ne traite pas l'été parce que je suis occupé à faire d'autres choses. Donc, je trade à peu près, 9 mois, en gros, 9 mois dans l'année. Je n'ai aucun mois négatif, je n'ai aucune semaine négative. Je peux avoir une semaine à zéro parce que j'ai pas fait grand chose ou parce que le marché ne m'a pas inspiré et voilà, mais en général je n'ai pas de négatif. Il m'est arrivé d'avoir des journées négatives, mais en général elles sont négatives de très très peu. Très peu. Parce que quand je ne sens pas le marché, je n'y vais pas, tout simplement. Donc je peux avoir une semaine où justement elle va pas être négative, elle sera nulle, tout simplement parce que j'ai pas tradé dans la semaine, parce que ça m'inspirait pas. Les sous-jacents que je regarde, les actifs que je regarde, ils ne m'inspirent pas, ils me donnent pas de signaux, ils végètent, ou alors au contraire c'est des semaines très agitées. On va avoir Draghi, on va avoir la Grèce, on va avoir Yellen, on va avoir un peu trop de choses qui vont secouer les marchés dans tous les sens. Donc on n'a pas vraiment de tendance. Donc je n'y vais pas, je laisse passer l'orage et puis j'attends. Et puis la semaine suivante, là par contre elle sera meilleure parce que le marché sera un peu stabilisé. Donc on ne va pas trader dans les remous, ou alors on choisit sciemment de trader les remous si on sait le faire. Je trade certaines statistiques, par exemple le NFP que j'aime beaucoup, parce que là on prend des points très rapidement. Donc c'est vrai quelquefois juste trader le NFP me fait mon mois. Et puis voilà, donc j'ai tradé pendant un quart d'heure le premier vendredi du mois, et j'ai fait mon chiffre du mois. Donc ça m'est déjà arrivé. Donc après, tout ce que je peux faire, c'est que du bonus. Alors l'astuce, c'est de ne pas perdre ce qu'on a gagné. Oui, c'est ça, parce que des fois, justement, gagner trop vite, c'est pas forcément la meilleure chose. Non, c'est pas la meilleure chose. Mais justement, c'est là où il faut prendre du recul. C'est dire, ok, là, j'ai fait mon mois, c'est bien, bravo, t'as bien travaillé aujourd'hui, tu l'as bien senti, tu t'es bien positionné, on s'envoie des fleurs, c'est normal, on a réussi son coup. Après, on va dire la semaine prochaine, on va vraiment attendre d'avoir vraiment des signaux dignes de ce nom. On va pas aller se mettre sur n'importe quoi, à n'importe quel moment. On va relativiser parce qu'on sait qu'on a de l'avance. Donc ça permet aussi ce genre de situation de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, les Japonais qui sont zen, c'est ça, ils sont zen, c'est ok, j'ai gagné, c'est bon. Donc on se calme et on attend d'avoir quelque chose dans le marché qui nous donne quelque chose. Il faut vraiment lire le marché, le comprendre et voir s'il a quelque chose à nous donner. S'il n'a rien à nous donner, c'est pas la peine d'y aller. On ne peut que perdre. Le but du jeu n'est pas de perdre. Le but du jeu, c'est de gagner. Donc il vaut mieux ne rien faire, parce que ne rien faire, quelque part, c'est gagner. C'est en tout cas ne pas perdre. Très bien. Eh bien, merci Karen pour toutes ces réponses. On peut vous retrouver sur Twitter. L'adresse s'affichera en dessous de cette vidéo. On peut également vous retrouver sur votre site internet. C'est ce que vous pouvez. Alors pour le moment, je ne l'ai pas. Ça fait partie des projets où il faut que je m'en occupe cette année justement, où je vais monter un site. Mais ça sera un site plutôt style vitrine, puisque tout le travail que je fournis, le travail d'analyse et d'accompagnement de traders, je le fais soit sur Twitter. En général, je tweete à peu près toute la journée où je mets des alertes, je réponds aux gens qui me demandent où est-ce qu'on peut mettre le stop. Je communique pas mal avec les gens. Et sinon, toutes mes analyses sont publiées sur le site d'ElieFX tous les jours. On peut me retrouver et je mets donc des mises à jour sur Twitter. Merci Karen. Merci beaucoup.